Oh, bah écoutez, c'est pas la française. En France, on a 2 heures de retard. Ah. On est délicat. Ça, c'est juste. C'était pas du tout un commentaire méchant. Ça aurait dit 1h50 comme Ok, on s'entend. On dans les sud de la France. Ouais, dans les sud de la France. Je suis pas à Grenoble. Donc, immunité avec un titre raccourci qui va disparaître les acteurs, mais qui sont réapparus ici. Donc, spectacularisation des collaborations entre art contemporain et culture populaire. On le dit. Donc, pour ma part, vous voyez dans le titre que je m'intéresse au côté spectaculaire des collaborations entre culture populaire et art contemporain, et plus précisément sur le cas d'étude suivant, Picasso Baby, a Performance Art Film. C'est une vidéo qui a été réalisée par Mark Romanek et produite par la chaîne télévisée HBO. Elle documente une performance présentée par le rappeur Jay-Z, de son vrai nom Sean C. Carter, et je vais l'appeler Carter pour le reste de la présentation. C'est à la Peace Gallery de New York en juillet 2013. Le but premier du film est d'agir à titre de vidéoclip officiel du nouveau simple du rappeur nommé Picasso Baby. La performance de Carter s'inspire directement de l'œuvre The Artist is Present de Marina Abramovic, présentée pendant 3 mois au Museum of Modern Art de New York en 2010. L'artiste est aussi une des principales figurantes du film. La rencontre entre ces deux protagonistes est un symptôme fascinant de la multiplication actuelle de ces collaborations entre artistes contemporains et célébrités de la culture populaire, ainsi que de la conjoncture néolibérale qui la nourrit. À travers l'analyse de Picasso Baby, nous pourrons voir que les artistes et les institutions contemporaines qui collaborent avec les figures les plus éminentes de la culture populaire jouissent par là d'un accroissement de visibilité particulièrement profitable. Et quant aux célébrités qui proviennent de la culture populaire, elles s'accaparent ainsi d'une partie du prestige et du capital symbolique du grand art, qui se traduit aussi en gains économiques. Un important paradoxe se dessine ici. Alors que le rapprochement entre art moderne contemporain et art populaire s'était mis en place pour ébranler l'édifice hiérarchique et exclusif des valeurs bourgeoises traditionnelles, c'est précisément un retour en force du consensus idéologique et au langage partagé du conservatisme et de la hiérarchisation économique qu'il contribue désormais. Le rapprochement entre Abramovic et Carter rappelle en particulier les célèbres collaborations entre l'artiste Andy Warhol et les membres du Velvet Underground, mais aussi et peut-être surtout les nombreuses autres formes d'inscription de la pratique de cet artiste dans la culture médiatique et spectaculaire de son temps. Nous assistons au passage d'une situation qui voyait l'artiste contemporain emprunter les images et les objets de la culture populaire ou infiltrer la culture du spectacle avec une certaine complaisance qu'on imaginait sous-tendue d'ironie critique à une situation d'échange complètement pragmatique et mutuellement profitable entre les élites de l'art contemporain et celles de la culture populaire. La rencontre actuelle entre l'art populaire et l'art contemporain, ces deux paradigmes culturels d'origine apparemment distincts, semblent donc se faire d'autant plus harmonieusement aujourd'hui, car elle engage leurs représentants les plus médiatisés à l'aune de valeurs et de modes de fonctionnement qui sont plus largement ceux de l'élite économique actuelle, le 1%, tel que défini par Andrea Fraser dans son texte critique de 2012 nommé « Le 1%, c'est moi ». Moi aussi, je vais utiliser la posture descriptive développée par Nathalie Heinich et sa recherche sur la question de la notoriété qu'elle voit en tant que manifestation de la reconnaissance et de la représentation sociale de l'artiste. Ça sera appliqué au cas d'étude présenté afin d'analyser cette spectacularisation de l'art contemporain et les chaînes de déplacement des acteurs dans le ou les mondes de l'art. Donc, tout d'abord, parlons des œuvres. Dans The Artist is Present, présenté du 14 mars au 31 mai 2010, Abramovic était assis sur une chaise sans bouger et en silence pendant la totalité des heures d'ouverture du MoMA, soit pendant plus de 700 heures. Une autre chaise était placée devant la scène afin que les spectateurs puissent s'y asseoir tour à tour. Pendant les 2 premiers mois, une table séparait l'artiste des participants. Elle fut retirée pour le 3e et dernier mois de la performance. La durée de l'échange silencieux entre l'artiste et le spectateur était à la discrétion du spectateur. Abramovic revêtit une robe bleue durant le mois de mars, une robe rouge pendant le mois d'avril et une blanche lors du mois de mai.
Certes, l'endurance et le défi de repousser les frontières du potentiel physique et mental de l'artiste sont centraux dans cette performance. Cette œuvre s'inscrit d'ailleurs dans la démarche d'une artiste qui étudie et repousse les frontières corporelles et psychologiques depuis plusieurs décennies. Comme dans plusieurs autres de ses œuvres, le corps est à la fois sujet et médium. Souvent, elle performe des actions quotidiennes dans une forme de rituel. Par exemple, ici, on assiste à l'acte de s'asseoir à la table, afin de mettre en évidence et de démontrer le caractère unique et précis de cet état mental. Avec The Artist is Present, Abramović continue d'explorer les limites du corps et de l'esprit à travers l'épuisement physique et mental que procurent ces échanges silencieux et presque immobiles. Donc, quant à lui, Carter a performé la chanson Picasso Baby sans relâche pendant 6 heures d'une même journée dans la Pace Gallery de New York. Les lieux physiques de la galerie correspondent au code du White Cube, donc mur blanc, plancher blanc, lumière naturelle indirecte. Il y a des textes d'exposition sur le mur. L'action du rappeur prenait vie sur une petite scène blanche qui faisait face à un banc où les spectateurs étaient invités à s'asseoir un à un. Je peux mettre le son. Comment on... Je peux... C'est ça, je vais le baisser au complet. Je ne vais pas vous le faire écouter. Je vais juste le laisser en background. Donc, l'action prenait place sur une petite scène blanche qui faisait face à un banc où les spectateurs étaient invités à s'asseoir un à un. Carter a rappé Picasso Baby plus d'une 40aine de fois à raison de 1 personne par prestation. Entrepreneur et homme d'affaires aguerri, cette prestation s'inscrit dans le cheminement de cette figure emblématique de la culture hip-hop qui cherche probablement à élargir son champ d'action et à accroître sa notoriété. Avec Picasso Baby, Carter veut porter son message à un nouveau public. Donc, on peut supposer que cette prestation de Carter est une action marketing et qu'elle ne souhaite pas particulièrement pénétrer le monde de l'art contemporain en tant qu'œuvre, mais que ce film est simplement une pièce promotionnelle inspirée par les intérêts personnels et actuels du rappeur, soit l'art contemporain. Alors, comment faire une analyse sociologique de cette performance dans le champ des arts visuels? La posture descriptive développée par Nathalie Heineck est tout indiquée car elle demande de décrire les chaînes et les déplacements des acteurs et d'analyser ce qui agit et comment il le fait, avec ou sans trace. L'objet de recherche devient alors le déplacement des acteurs entre les différents centres d'intérêt et non pas l'œuvre ou la prestation directement. Ce qui nous convient dans ce cas-ci. Les déplacements des acteurs et de ce qui agit regroupent différents mondes. Dans ce cas-ci, on voit le monde de la publicité, la culture hip-hop, la culture populaire et l'art contemporain. Donc pour commencer, on voit le rappeur lui-même qui agit comme point de départ de cette analyse car il choisit de créer un vidéoclip inspiré d'une performance d'art pour promouvoir sa musique. Ensuite, on retrouve un groupe d'acteurs œuvrant en marketing et en production qui établissent des règles et une marche à suivre. Cette équipe lui permet d'organiser cette prestation et d'obtenir l'accord de l'artiste qui lui a inspiré cette performance, soit Abramović, qui elle aussi agit en premier lieu comme agent de validation et en deuxième lieu comme agent de transmission de capital symbolique, comme l'a défini Pierre Bourdieu dans Raison pratique en 1994. Il appelle le capital symbolique n'importe quelle espèce de capital économique, culturel, scolaire ou social lorsqu'elle est perçue selon des catégories de perception, des principes de vision de division, des systèmes de classement, des schèmes classificatoires, des schèmes cognitifs qui sont au moins pour une part le produit de l'incorporation de structures subjectives du champ considéré, c'est-à-dire de la structure de la distribution du capital dans le champ considéré. Alors, on peut dire que le capital symbolique, c'est une ressource non économique qui désigne la reconnaissance particulière d'une personne au sein de la société, ce que Carter espère obtenir en collaborant avec Abramović. Pour continuer dans les chaînes de déplacement, on retrouve le personnel et le lieu de la performance de la Pace Gallery qui offre un certain type de visibilité espérée par le protagoniste. Tout dépendant de son but, Carter aurait pu choisir par exemple une galerie de Brooklyn, sa ville natale, mais il a opté pour une institution reconnue du quartier le plus visible du marché international de l'art contemporain, soit le quartier Chelsea, situé sur l'île de Manhattan. La Pace Gallery agit non seulement sur la visibilité que Carter souhaite obtenir, mais il est aussi important de noter qu'elle agit sur le type de visibilité. La durée de réalisation, soit d'une seule après-midi, accentue l'exclusivité et le privilège d'être présent, étant donné que seulement certains privilégiés pourront témoigner de l'événement et de la rencontre avec les acteurs principaux.
ce qui accroît par le fait même la probabilité d'un effet viral de la prestation sur le web, le j'étais là. Tout comme la combinaison des réputations des deux protagonistes qui fait également augmenter cette probabilité d'effet viral par rapport aux autres acteurs. La constitution du public immédiat de la performance, soit les fans de Carter, le personnel de la galerie, l'équipe de production, les acteurs du monde de l'art ainsi que des stars américaines, agissent directement sur la notoriété de Carter. La présence des gardes du corps aussi de fines barrières et propose que ce moment semble privilégié et exclusif. Donc même si le principal intéressé était inconnu du public, la simple présence de la sécurité agit comme un privilège de pouvoir partager un moment d'une personne qui semble très importante car elle nécessite tout cet entourage. Les journalistes et les critiques qui relatent ce qu'ils voient agissent aussi sur la réception de cet événement et de la création de cette notoriété, car ils confèrent une importance à l'événement en écrivant sur le sujet. Donc pourquoi ont-ils été invités? À quoi ont-ils accès? Après coup, une des médiations de la performance, soit la captation vidéo, prête une valeur à cette prestation en énonçant qu'elle mérite une documentation. On doit pouvoir la revoir et la partager, d'où l'intérêt de faire un partenariat avec HBO, une des chaînes télévisées les plus en vue à travers le monde. Enfin, les spectateurs et les utilisateurs du web agissent sur la notoriété du rappeur en partageant la vidéo et en la rendant visible à un plus grand public. Donc, ce qui nous amène à la question de la notoriété. Le but ici n'est pas de faire l'historiographie de la notoriété ou de la consécration, car Alain Quemel l'a si bien fait dans son introduction de l'ouvrage Les stars de l'art contemporain, mais bien d'appliquer les notions développées par celui-ci et par Nathalie Heinick au cas d'étude présenté. Chez Heinick, on comprend qu'il est important de faire la distinction de la notoriété attitrée aux œuvres et celle proférée aux acteurs qui les produisent, car la célébrité n'est pas exclusivement réservée au monde du spectacle et du divertissement, mais elle s'étend maintenant au monde de l'art contemporain. L'auteur explique dans son ouvrage de 2005, L'élite artiste, que la dépersonnalisation de l'objet se double d'une personnalisation de la notion même d'une œuvre d'art. Dans le binôme objet-personne, c'est le second pôle qui devient fondamental. Avec Picasso Baby, le focus est mis sur les personnes, soit Carter et Abramovic. La prestation en soi de Carter n'est pas ce qui le rend célèbre, c'est davantage la collaboration improbable ou inattendue entre l'artiste et le rappeur qui agit sur la notoriété et non pas la prestation. La notoriété en art contemporain dépend aussi d'un autre facteur, les palmarès. Ce que je ne développerai pas ici, c'est un petit peu long, mais et c'est étudié de façon empirique par Alain Quemin. Les palmarès en art contemporain servent à créer, à faire perdurer la notoriété de certains artistes en lien avec leur visibilité dans le marché de l'art. Le meilleur facteur prédictif de la notoriété à venir est la notoriété présente et passée. Ceci est d'autant plus vrai que les palmarès possèdent un effet performatif. Ils révèlent la notoriété, mais en même temps, ils contribuent à l'entretenir et même sans doute à la produire. Les palmarès, même s'ils entendent dévoiler des positions dans le monde de l'art contemporain, contribuent à la conforter, voire du moins en partie à les créer. Dans le cas présent, Abramovic se joint volontiers à cette collaboration car elle lui assure plus de visibilité, ce qui lui permet de rester à une certaine place dans le palmarès. D'après Quemin, cette visibilité dont nous parlons depuis le début de la présentation est une conséquence directe de l'invention de la photographie, car son invention, puis sa mise au service de dispositifs de reproduction et de diffusion massive des images mécaniques, aurait ainsi non seulement fait basculer la célébrité de la renommée, c'est-à-dire la réputation qui passe par la connaissance d'un nom par le plus grand nombre, vers la visibilité, qui suppose la reconnaissance de la personne par son image publique reproduite massivement. La célébrité en vient ici à signifier la personne elle-même par la grâce des médias. Le cas d'étude reflète très bien la pensée de Quemin, étant donné que la reproduction, ici une vidéo, suppose la reconnaissance d'Abramovic et de Carter par leur image qui a été reproduite et partagée maintes fois dans divers médias et plateformes de médias sociaux. Donc, en collaborant avec Carter, Abramovic s'assure donc une certaine visibilité, un certain rang, afin de demeurer dans l'esprit commun grâce à sa célébrité, à son entourage, à son style de vie. Comme l'énonce Raymond Moulin dans L'artiste, l'institution et le marché, les rockers de l'art contemporain doivent leur célébrité à leur style de vie et à leur carrière. Asservis aux exigences d'une production abondante pour couvrir sur un temps court une demande liée à la mode et d'une représentation constante, ils sont pour beaucoup d'entre eux condamnés par le fonctionnement du système à déclassement rapide, comme nous avons pu le voir ici par les palmarès.
Par conséquent, l'échange entre Abramovic et Carter s'inscrit dans la vision de Quemin, d'Hynek et de Moulin, étant donné que la célébrité des deux principaux acteurs est construite à la fois comme un produit pour les fans et comme un produit de consommation de masse. Somme toute, dans mon essai final, je développerai l'argumentaire portant sur les palmarès, comme je vous ai dit, en décrivant précisément l'approche d'Alain Quemin. Également, le concept de célébrité sera mieux articulé par rapport à la carrière de Marina Abramovic à l'aide d'une thèse de Indra K. Lacis qui porte sur les différents moments de sa carrière. Et je poursuivrai l'analyse en utilisant les textes de Patrick Flichy et de Philippe Le Guin afin de rapprocher le travail de Marina Abramovic au culte et ce qui inclut l'analyse des publics avec les fans et les amateurs. Si vous voulez, je peux remettre la vidéo, c'est vraiment léger. Oui, parce que votre présentation était plutôt dense. Ah oui. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Et vous avez beaucoup de pain sur la planche, alors faites un petit peu attention. Oui. Il y a beaucoup de choses déjà dans votre présentation et vous en annoncez d'autres pour votre travail, donc essayez de ne pas vous épuiser. Non. Ceci dit, il y a quand même, en fait, entre la culture populaire, l'art contemporain et tout, parce que ça nous aide de partir du Bourdieu pour la notion de capital symbolique pour développer une chaîne de médiation. Ça marche quand même assez bien. Il y a toujours cette oscillation chez Hynek en particulier entre l'objet et la personne. Sauf que dans le cas qui vous occupe, ce sont des performeurs tous les deux. Donc, c'est vraiment leur personne, dans le fond, qui est mise de l'avant et qui doit être mise de l'avant. Donc, ça enlève peut-être une certaine partie il y a une certaine réflexion qui n'est pas nécessaire dans cette oscillation parce que vous pouvez rester sur la personne tout le temps. Alors qu'Hynek a beaucoup flotté entre l'objet-personne, l'objet, la personne, et ainsi de suite. Donc, toutes ces notions de notoriété, visibilité, vous pouvez les appliquer directement aux personnes sans trahir quoi que ce soit, puisque ce sont des performants. Ils ne fabriquent pas d'objets. Enfin, sauf des enregistrements, des photos qui circulent et des disques, alors il n'y a pas de disques, excusez-moi. Des albums. Ben, des albums. Oui, encore des écoutes. Un vinyle. Ouais, un vinyle. C'est déjà venu un vinyle. Ben oui, maintenant, un vinyle, c'est génial. Quand le retour à la photo analogique. Ça s'en vient. J'attends. Je l'ai prédit il y a quelques années, j'attends toujours. Ça va coûter cher. Question, commentaire. Juste une question technique. Est-ce qu'il y a une version qu'on peut monter avec un montage aussi flashy? Mais tu veux dire plus courte ou. Non, je veux dire sans. Parce que là, c'est vraiment un montage. C'est juste son. Je sais pas si c'est. Ben en fait, c'est une vidéo de 8 minutes. Le début, il parle de sa démarche, pourquoi il fait ça. Puis après ça, on voit la performance. Puis la fin, qui est comme 4 minutes, c'est le générique de tous les gens qui sont allés s'asseoir devant lui. Donc là, on les voit justement avec le regard du corps, les limousines s'en vont. Puis là, après ça, il y a ce merveilleux générique qui dit qui fait quoi et pourquoi ils sont assis là, dans le fond. Et dans le fond, la seule autre chose qu'il y a de ce document, c'est le moment où il rappe devant les gens, puis c'est devenu ça le clip. C'est les deux seuls documents qu'il y a. Mais ça n'a pas été monté d'une autre façon. Donc les 6 heures sont cachées. Sont cachés quelque part. Ça, c'est vraiment la production d'HBO qui est passée sur HBO. C'est 8 minutes 35. La production qui a passé sur HBO a-t-elle été envoyée immédiatement dans le web ou ça a été une primeur sur HBO? Je pense que ça a été une primeur sur HBO, puis genre 2-3 jours plus tard, ça a été... Mais c'est très difficile de trouver ce vidéo-là. Tu sais, c'est vraiment... C'est encore HBO qui détient les droits. Comme moi, je l'ai trouvé sur Vimeo par une autre compagnie, et là, je l'ai downloadé sur mon ordinateur. Et vous me l'avez envoyé? Oui. Mais qu'en est-il de cette idée de viralité dans ce cas-là? Mais par la suite, quand cette vidéo-là est sortie, parce que ça fait déjà 2 ans, quand c'est sorti, là, ça s'est partagé à outrance, puis après ça, je crois qu'ils l'ont retiré un peu. Parce qu'il y avait beaucoup de monde qui avait fait des copies, comme sur YouTube, que tu le reprends, tu le mets sur ton compte. Puis je pense qu'ils ont fait fermer ces trucs-là, puis dans le fond, il y a juste 1 ou 2 copies qui existent. Okay, une sur Vimeo, une sur YouTube. Donc, ils ont vraiment contrôlé le truc. On crée un effet de rareté. Ouais. Ils sont dans l'exclusivité. Mais il n'y a aucune valeur commerciale attachée au clip lui-même, à ce montage de clip. Excepté le lancement de son album
C'est tout. Intéressant. Mm. C'est un cas qui pourrait faire une thèse au complet avec tout ce qui rentre là-dedans. Ben, c'est ça mon but dans mon mémoire, mais ça... Ben, mémoire, c'est très courant. Oui. Ouais. Je pense que, peut-être que je me trompe, mais la valeur en elle-même de ce clip-là, c'est pas le fait qu'elle se diffuse, c'est le fait qu'on en parle, elle a été déjà diffusée, et ensuite je pense que ça a fait réagir les médias, qui lui a apporté une certaine notoriété, et donc c'est pas tant la vidéo en elle-même, Non, je pense pas non que le passage, le fait de la diffuser était central, c'est plus le fait qu'on en parle Ouais. donc les médias, et puis cette collaboration qui est aussi originale. Ouais, vraiment, je suis d'accord. C'est vraiment ça aussi qui en ressort, les seules critiques, parce qu'en fait, ça a été vraiment select. Le critique d'art Jerry Salt du New York Times a été invité, mais tu sais, il n'y a pas eu 25 critiques d'invités, là. C'est vraiment... ça a été vraiment choisi, puis après ça, ils ont rempli le reste avec des fans qui ont fait la file. Donc, si nous, on avait passé par cette galerie, on n'aurait jamais pu entrer. Et donc, même le Jerry Salt disait « Oh mon Dieu, je suis tellement chanceux, Jay-Z m'a ensorcelé avec Marina. » Puis après ça, finalement, 2 semaines après, il est revenu sur son expérience, puis il a dit « Non, finalement, c'était pas si cool. » Mais tu sais, c'était vraiment le fait qu'on en a parlé, puis après ça, tous les gens qui ont été là, je sais pas si vous l'avez vu à un moment, mais quand Jay-Z disait aux gens de passer par-dessus les barrières, le nombre de téléphones qu'il y a au-dessus pour prendre ce moment-là, je pense que c'est plus ça qui a été partagé puis qui a fait qu'on en a parlé que cette vidéo-là en soi, tu sais. Ouais, c'est créer le phénomène. Ouais, de créer l'exclusivité. J'ai été avec Jay-Z dans une salle super petite. Il a chanté son single. Tu sais, je pense que c'est plus ça. Puis il y avait Marina Abramovic qui collait son front sur lui. Je pense que c'est ça l'expérience. Oui, puis c'est intéressant le fait qu'il rend Jay-Z rarifie cette vidéo, enfin, Ouais. la rend unique, et du coup ce que vont partager les témoins de la performance va être ce petit bout d'unicité de cette vidéo qu'on ne retrouve plus. Donc Ouais. je trouve que ça participe à créer l'unicité de cette performance, quoi. Le fait qu'elle soit inaccessible maintenant, mais que seuls des privilégiés détiennent certains morceaux. Ça de pouvoir voir certaines caméras. Genre, tout le monde tient son téléphone près de lui. Ah oui. Les Et- invités, c'est pas n'importe qui, c'est plein d'artistes. des Ouais, musiciens, c'est genre des collectionneurs d'art qui vont richissimes. partager dans leur propre réseau. Donc, En fait, c'est comme du bling-bling par personne interposée. Ouais. Je dis, c'est la collection. Parce qu'au début, quand on a parlé, que le discours qu'il y a au début du vidéo, qui est très intéressant, dit « We are all artists, we all do the same », puis il est vraiment dans l'inclusion entre l'art populaire et l'art contemporain. Ouais, c'est, tu sais, tu te dis au début, son discours est bien intéressant, mais je veux dire, les gens qui se sont assis devant lui, c'était de la même classe sociale, des mêmes intérêts économiques, c'était pas... puis le fait d'enlever la vidéo et de plus la diffuser, Ouais. bien ça, je trouve que c'est quand même révélateur d'une démarche qui est exclusive. mhm. Je pense que le mot exclusif est très important. Ouais, puis tous les artistes connaissent leur délite, c'est clair. Ouais. C'est clair. Je veux dire, on joue leur délite. Ouais. À tous égards. Ben oui, puis c'est vraiment ça. Puis en plus, tu sais, moi, ce que je trouve drôle dans cet exemple, c'est que Jay-Z dit on rapproche tous les artistes ensemble, mais dans le fond, il veut juste être validé par le monde élitiste. Tu sais, il dit je veux. Tu sais, il se met avec Marina Abramovic, c'est pour une raison, tu sais. Il veut pas déconstruire le système élitiste de l'art, là. Il veut juste rentrer dedans. En fait, toute cette idée de validation, de notoriété, et ainsi de suite, ça correspond à cette notion de capital symbolique. Ouais. C'est vraiment là-dedans. Du capital symbolique, c'est principalement la notoriété qui est causée par les autres formes de capitaux. Donc, il y a quelque chose de très bien développé qui peut être un peu économique si vous y pensez comme Ok. il faut, parce que vous avez quelques notions clés autour desquelles il faut travailler. Alors, je réitère ma mise en garde sur ne nous faites pas de thèse. C'est bon. C'est pas le moment. D'autres questions, commentaires? Je fais juste un commentaire, je sais pas si j'ai connu toi, tu as déjà entendu parler, le groupe de rap Wu-Tang. Ben oui, en fait, c'est que j'avais fait le reste de ma présentation là-dessus, donc eux, ça s'est moins bien passé. Ah ouais? Ben, tu parles de l'album Ouais, One ils Time. ont vendu. Ouais. Enfin,
Ben, ils ont vendu vraiment. En fait, je vais l'expliquer le cas, si ça va être plus facile. C'est qu'il y a un groupe de rap qui s'appelle Wu-Tang Clan qui vient des États-Unis, qui est un des plus grands groupes de rap. Ont décidé de dire on va faire un album à édition unique. On va le faire écouter quelques minutes dans une galerie d'art, puis ensuite, il n'y aura plus personne qui va l'écouter à part l'acheteur. Ça a été fait au Maroc avec un producteur, ça a été fait dans une boîte en métal gravée avec le logo du groupe, etc. Et c'était le même but que Jay-Z, là, d'être comme dans le milieu de l'art, d'être des artistes consacrés, mais c'est Martin Shkreli qui a acheté cet album, qui est l'homme qui est proclamé par les journalistes le plus haï aux États-Unis. C'est lui qui a monté les médicaments contre le VIH-Sida, en fait. Le scandale de médicaments, c'était les pilules coûtaient comme 7,50 $, puis il a monté le prix à 350 la pilule. Donc, c'est lui qui a acheté ça. Il a dit « Ah, je vais peut-être le briser, je vais peut-être le faire écouter à Taylor Swift, ça va être mon ami. » Donc, ça a fait de l'extrême mauvaise publicité pour Wu-Tang et c'est comme si c'était un peu tiré dans le pied. Donc, avec l'argent, ils ont donné ça à des œuvres de charité. Parce que c'était... Ouais, donc ça a été un grand scandale. Dans le fond, ça vient tout juste de terminer. Et en plus, Martin Shkreli est poursuivi pour de la fraude présentement. Donc, il y a tout ça qui se passe. Et là, tout le monde se demande, l'album, qu'est-ce qu'on en fait? Comme s'il s'en va en prison. Donc, parce qu'il y a eu beaucoup de fans aussi de ce groupe qui ont fait... ils essayaient de faire un Kickstarter pour acheter l'album, mais n'ont jamais pu compétitionner le prix. Mais... eux voulaient l'acheter puis en faire profiter le plus grand nombre. C'est plus que créer de la rareté. Ouais. Vous avez raison, c'est de la disparition carrément. Ouais. Bien, alors merci.